regardez un nouveau dossier de la rédaction. Ce soir, une émission exceptionnelle préparée avec toute l'équipe de Via Occitanie depuis plusieurs mois. Le printemps est là et la vie sauvage s'éveille. Les vautours en Lozère, l'ours en Ariège, le loup sur le Larzac, le bouquetin dans les Pyrénées. Comment pérenniser le pastoralisme tout en vivant en pleine nature? Ce soir, pas de prise de parole, pro ou anti, pas de politique en faveur ou contre l'ours, le loup, mais bien des témoignages, des agents, de techniciens de l'État qui œuvrent au quotidien pour préserver la vie et protéger les espèces, sécuriser les troupeaux. Alors l'équipe de Via Occitanie va tenter de vous raconter comment la biodiversité s'amorce autour de nous, comment tous, pastorales, espèces en voie de disparition, vivent ensemble dans notre région. Je vous propose une immersion en pleine nature. Le maître, essentiel. Alors j'allais le dire, ouais, non, c'est sans les griffes. Romain suit avec attention les consignes de Julien. Ah oui, c'est plus long sur le côté. Sur la plus grande longueur en fait, si tu veux. Il apprend à relever les traces du loup en toutes circonstances. La présence du loup, elle a déjà été attestée en effet sur la communauté de communes sur laquelle je travaille. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais en revanche, voilà, la relation, en tout cas à mon niveau que je pouvais avoir avec le relevé de ces traces et de ces indices, je l'avais pas jusqu'ici. Donc c'est là que cette formation va être importante. Je suis souvent en contact avec les agriculteurs, donc pouvoir récolter des témoignages des agriculteurs et avoir un coordonnateur et un bénévole du réseau à ce niveau-là, ça peut être important pour la Comcom. Ici à Chanac, en Lozère, tous sont sensibilisés. Agents des collectivités, du Parc national des Cévennes ou bien même agriculteurs, cette formation sur 2 jours est divulguée par l'Office français de la biodiversité. Il faut mesurer de même patte à même patte. Ah oui. Et donc là, comme il n'y a pas de recouvrement. On a relevé 79 cm pour le pas et un alignement tout de même. Sur chaque fiche, on va relever les éléments de contexte, donc l'endroit, la date, les coordonnées géographiques, les caractéristiques du substrat, est-ce que l'empreinte est relevée dans de la neige, dans de la boue, la longueur sur laquelle l'empreinte a pu être suivie, la trace a pu être suivie, est-ce que la trace était bien alignée, est-ce que la trace était pas alignée, est-ce qu'il y avait un recouvrement des empreintes entre elles, et après de faire différentes mesures sur les empreintes et sur les écartements entre les empreintes elles-mêmes. Celles-là sont bien marquées, mais que 3 ou que 3 par rapport aux autres. Permettre de mieux aborder l'espèce, relever les indices de présence, évoquer la problématique de cohabitation et même que faire en cas d'attaque sur des biches ou des chevreuils par le loup. Tous deviendront ensuite correspondants de l'office. Et à partir du moment où ça a été signalé, si vous voulez, si vous jugez que ce n'est pas nécessaire de l'apprendre, vous nous exposez, nous, à être critiqués du fait qu'on n'a pas traité cette donnée. Vous voyez ? Donc ça fait partie de votre rôle de correspondant aussi des fois. Si vous êtes appelé, il vaut mieux le faire pour assurer la transparence du réseau, plutôt que de filtrer à votre niveau et qu'après ça crée de la compréhension, ça crée du doute, tu vois. Ces données seront traitées par l'OFB et cartographiées. C'est-à-dire qu'en gros, nous on est là pour donner de la matière pour que les décideurs publics puissent prendre des décisions, pour accompagner les éleveurs par exemple sur la mise en place des mesures de protection, pour alimenter le débat sur la gestion de l'espèce et pour caractériser l'état de conservation de la population de loups en France. Vous l'aurez compris, mieux le prédateur sera tracé. Si on a des photos de bonne qualité, on peut dire l'un que cela, on l'a vu à tel endroit à telle date, et 3 mois après, on l'a vu à tel endroit à telle date. Plus le danger pourra être maîtrisé et les troupeaux protégés grâce au triptyque gardiennage, utilisation d'enclos et chiens de protection. Car oui, loup, aigle royal ou même ours sont là, sur nos terres d'Occitanie. Bienvenue dans les Hautes-Pyrénées, dans la ferme d'un éleveur de patous. Ils avaient 2 mois lorsque nous avons fait leur connaissance. Et visiblement, 2021, c'est l'année d'été. Ça, c'est Trek de la ferme de la Goutte qui part, que vous allez suivre. Là, il y a Tornade, Tiliès et Tempête.
Julien fait naître chaque année ses chiots de protection à partir de règles bien précises indiquées par l'association de la pastorale pyrénéenne. Il faut qu'ils naissent en bergerie, les petits chiots. Ensuite, on fait en sorte de les mettre en relation avec les animaux du troupeau, mais sans qu'ils se fassent taper, donc pas avec des béliers par exemple ou des mères suitées, donc avec des jeunes agneaux comme ici. Et ensuite, on surveille dans les 2 premiers mois, on va les sociabiliser, les habituer un peu à la voiture, aux caresses, enfin. Et ensuite, à 2 mois, ils partent dans le nouvel élevage. Salut Ilyes. Comme Trek, qui est confié à Ilyes, le technicien chien de protection pour la pastorale. Bon, je t'attrape Trek. Son rôle, faire la sélection de chiens, suivre les portées et recenser les éleveurs. Il est le lien entre tous ces acteurs. Et aujourd'hui, il est un peu comme le Père Noël. Puisqu'il a rendez-vous chez un éleveur de chèvres, du coup, ouais, qui font de la transformation laitière, et eux, ils voulaient un patou pour protéger leur troupeau. Donc ils ont fait appel au service de la pastorale pyrénéenne, et du coup, je les ai rencontrés déjà il y a quelques mois. On a vu un petit peu quel était leur contexte sur la ferme et quelle serait la meilleure période et les meilleures conditions pour pouvoir placer un chien de protection chez eux. Le chien est la plupart du temps placé l'hiver. C'est-à-dire qu'en fait ce sera son espace où il pourra manger tranquillement sans avoir de concurrence à la gamelle déjà, parce que les chèvres et les brebis, si on les laisse faire, elles mangent les croquettes pour chiens. Et sera efficace au troupeau lorsqu'il sera âgé de 18 mois. Il était pas très à l'aise en tout cas. Je le prends au bras? Ouais, allez, vas-y, on va le mettre en place. Le temps nécessaire d'adaptation pour qu'il comprenne que la brebis ne sera pas proie, mais alliée. Au départ, ce qu'on va regarder surtout, en fait, c'est que le chiot se soit familiarisé déjà aux animaux et que les bêtes, inversement, se soient habituées aux chiots familiarisés. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, là, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que quand le chiot se déplace, même s'il se déplace calmement, on a beaucoup de mouvements de la part des animaux. On estime que la familiarisation s'est faite quand, justement, le chiot va passer même en courant au milieu du troupeau et qu'on n'aura plus aucun mouvement des bêtes. Donc là, en fait, on a une confiance qui est gagnée entre les 2 espèces. Ilyes sera présent régulièrement pour effectuer le suivi auprès de l'éleveur de chèvres jusqu'à l'étape cruciale de la sortie au champ. En tout cas, elles auront envie. T'as vu, il y en a une qui passe la tête dedans. Là. Le patou est un chien de protection. Il ne chassera pas, mais dissuadera la menace de s'approcher du troupeau à travers plusieurs étapes. Alerter en aboyant, marquer le territoire en urinant et enfin s'interposer. Pour Florent, le chevrier qui bénéficie d'une aide de l'État parce qu'il est situé sur un lieu de prédation, le patou est indispensable. On est sur des petits effectifs, donc la perte d'un animal, c'est déjà assez compliqué dans d'autres circonstances. Si en plus la prédation vient mettre à mal notre sécurité économique et la sécurité de notre troupeau, en tant qu'éleveur, on se doit de tout faire pour justement stabiliser tout ça, quoi. Le troupeau est dans un filet pastoral de X mètres en fonction de l'étendue de la pâture. Et ce qu'on met en place, c'est le filet pastoral et le patou. Si on ne met pas ça en place, moi je suis obligé de garder les bêtes. Si je garde les bêtes, je ne transforme pas le fromage, donc on perd quelqu'un sur l'exploitation. Donc le patou va aussi jouer ce rôle-là où il va maintenir notre troupeau en sécurité et nous permettre de mieux travailler et travailler plus efficacement. Exercer en pleine vie sauvage tout en tentant de préserver le pastoralisme et recréer de la biodiversité sur nos territoires. En 2020, 7 femelles et 3 mâles bouquetins ont été lâchés sur le mont Béat en Ariège. Une démarche qui suit le plan de réintroduction mené en 2014. Le bouquetin n'avait plus été aperçu dans les Pyrénées depuis les années 2000. C'est clairement de la restauration de la faune pyrénéenne. C'est retrouver notre patrimoine naturel pyrénéen qui, ces 50 dernières années, a quand même été fortement impacté par l'homme de manière générale. Donc voilà, c'était un peu aussi réparer les bêtises humaines, on va dire. Alors aujourd'hui, comment ont-ils vécu ces 2 dernières années au cœur de la nature? Eux qui doivent faire face à leur principal prédateur ici, l'aigle royal. Donc on soit bien clair, l'ours qui est présent ici,
n'a pas d'impact sur les populations de bouquetins. Voilà, il n'est pas prédateur du bouquetin. Il peut à la rigueur charognner, c'est-à-dire consommer un bouquetin déjà mort, mais ici, voilà, il n'y a pas d'impact. Sans compter l'hiver, rude. Donc on voit vraiment bien les deux onglets de devant, là, ici. Et puis ceux de derrière, on peut dessiner là. Les bouquetins ont quand même pris 2 gros épisodes neigeux sur les cornes, notamment en novembre et en janvier, où à chaque fois il est tombé 1 mètre. Donc voilà, ça ce sont des épisodes qui peuvent être assez fatals à des bouquetins. Donc voilà, c'est principalement l'enneigement, hein. Et puis après, évidemment, le manque de nourriture aussi. Si les animaux n'ont pas fait suffisamment de réserves juste avant l'hiver, ben, il est clair qu'ils n'auront pas assez de réserves pour passer tout l'hiver et mourront certainement d'épuisement. Les agents du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises sont présents à chaque saison pour les observer. Derrière moi, donc des falaises très abruptes, des grandes pentes herbeuses qui lui permettent d'avoir accès à la nourriture. Et dessous, plus bas, donc un couvert forestier qui peut lui permettre de s'abriter notamment en période hivernale. Donc là, on est clairement sur le milieu typique du bouquetin des Pyrénées. Et le bilan s'avère très positif. Une naissance a été recensée seulement 1 mois après le lâcher, ce qui est très rare. Les agents s'attendent aujourd'hui à ce que toutes les femelles aient donné la vie. Ce terrain, ils le connaissaient déjà, alors pas ces individus-là, mais c'est une espèce qui est inféodée à ces milieux-là. C'est son territoire originel, les Pyrénées, donc il ne fait que revenir sur un terrain qu'il a dans ses gènes, j'ai envie de dire. C'est pas de s'accentuer comme ça, c'est terrain abrupt, voilà, c'est son ADN. Donc voilà, son adaptation, aujourd'hui, elle est plus que réussie, même si au départ, c'était pas gagné, puisqu'on a réintroduit des bouquetins sur un secteur qui a été vierge de bouquetins. Aujourd'hui, 200 bouquetins sont recensés en Ariège. Un bon message d'espoir, résume Julien, l'agent du parc, sur notre vision d'avenir. Et encore des images sublimes des Pyrénées sous la neige. Carole Delga renouvelle d'ailleurs son engagement pour la défense de la biodiversité dans notre région. La présidente, qui a d'ailleurs visité le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage dans l'Hérault et qui souhaite redorer notamment l'image du vautour. Et il a mauvaise réputation pour certains éleveurs qui veulent le classer même au statut de prédateur. Cela les couvrirait financièrement en cas d'attaque. Mais le vautour est un charognard. Dans ce reportage tourné entre l'Aveyron et la Lozère, on vous raconte le rôle de l'oiseau. C'est un nettoyeur de la nature. Reportage de Lindsay Wamo. Ces charognards guettent leur déjeuner. Ils vont se poser. C'est beau comme oiseaux là, ils sont majestueux, ils sont grands. C'est vrai qu'ils sentent mauvais et qu'ils ont une tête bizarre, mais ils font bien leur boulot. Ici, au cœur du Larzac, Nicolas, l'éleveur de brebis, a fait installer une placette d'équarrissage, une sorte de terrain vague où ces bêtes mortes sont déposées pour être mangées par les vautours. La seule alternative ou la seule possibilité qu'on avait, c'était de faire venir des camions d'équarrissage. Je l'ai fait une fois et en fait ça sent mauvais. Le principe ne me plaît pas d'un camion qui parcourt la campagne comme ça. Là, Ça fait 15 ans que le système de placettes existe. Sur le Larzac, mais aussi les Grands Causses, une centaine d'éleveurs en possèdent une. C'est la Ligue pour la protection des oiseaux qui fait le lien avec la préfecture pour mettre en place ce système de nettoyage. Ils débarrassent en fait de la nature des cadavres et du coup, voilà, les maladies que ces cadavres peuvent avoir, elles sont stoppées par leur système digestif. Donc en fait, ils sont plutôt des très bons alliés en fait aux éleveurs. Si ce technicien insiste sur le mot allié, c'est que les vautours souffrent d'une mauvaise image. Chassés, empoisonnés, tués sous prétexte qu'ils s'attaquent à des bêtes vivantes, les vautours avaient totalement disparu du secteur il y a 40 ans. La Ligue pour la protection des oiseaux œuvre depuis à rétablir la bonne réputation de l'oiseau à travers des programmes de réintroduction de différentes espèces et aussi de sensibilisation. Le vautour, il ne peut pas être prédateur parce qu'il n'est pas armé pour. En fait, c'est des oiseaux qui sont absolument inoffensifs. Ils peuvent pas tuer. Par contre, effectivement, il peut y avoir des cas extrêmement rares et limites d'un vélage ou d'une mise bas
sans assistance de personnes, où il y a du placenta, donc ils sont très friands de placenta, où par exemple le veau est mort, ça arrive, et où la vache ne bouge plus avec la matrice à l'extérieur et avec une hémorragie, donc elle n'est pas morte, et c'est vrai que les vautours viennent et commencent à consommer le placenta, la matrice, la vache ne se défend pas, et ça entraîne sa mort. Un travail mené aussi ici en pleine nature. 17 paysans délivrent des agneaux sur cette placette installée dans le parc naturel des Grands Causses, une initiative instaurée 3 fois par semaine par la LPO. Il y a 2 espèces là, j'ai vu, donc là il y a les vautours fauves, c'est le plus nombreux, c'est celui qui est bien marron là. Et après il y a aussi une autre espèce, c'est le vautour moine, c'est une espèce qui niche dans les arbres, qui, contrairement au vautour fauve qui niche en falaise. Aujourd'hui, le vautour dans les Grands Causses se porte bien. 820 couples de fauves sont recensés, une trentaine de moines, un couple de gypaètes barbus et même 2 couples de percnoptères, sans même avoir été réintroduits par l'association.